Alors, merci beaucoup. Ce sont les organisateurs de cette masterclass. Alors, on ne doit plus parler de nous-mêmes, mais on a choisi un sujet qui est même dans la population quelque chose qu'on sait qui était très important. Alors, important parce que ça, toutes les questions éthiques qui sont partie de cette transformation numérique sont le sujet aujourd'hui. Et comme c'est important pour la population, l'idée c'est maintenant pour la première partie, je vous présente les résultats des sondages représentatifs de toute la Suisse et je peux vous dire qu'une partie de ce que je vous présente, vous êtes le premier qui va entendre ça. On est vraiment en train d'analyser ça parce que nous pensons que c'est un peu important de savoir que les Suisses pensent de tout ça qui se passe. Et on a fait ça 2 fois. Il y a presque 2 ans, on a fait ça une grande sondage et on a présenté ça aux journalistes. Et les journalistes ont dit à ce moment, c'est très intéressant, mais vous avez fait tout ça avant ChatGPT. Ça a changé tout, peut-être, ou peut-être pas. Alors, on a fait un deuxième sondage après introduction de ChatGPT qui était à peu près en septembre-octobre 2022 et en Suisse commencement 2023. Et on a fait des sondages qui sont, on dit, pondérisés. L'idée de ça est que les gens qu'on a demandé représentant la statistique, la Suisse, concernant les langues, les femmes, hommes, les gender, les âges, plus important de l'éducation, parce que normalement, des sondages comme ça, les académiques, ils aiment répondre aux sondages, me semble, mais l'infirmière ou le taxi driver, normalement pas. Pour faire une correction de cette chose, on fait cette pondération. Vous voyez, plus ou moins, on est représentatif avec les 3 facteurs et le plus important, c'était vraiment l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé des informations pour assurer la représentativité des facteurs démocratiques. On a évalué les compétences des gens. Est-ce qu'ils savent? C'est ce qu'on dit aujourd'hui de l'intelligence artificielle et tout ça. Des conditions de contrôle et l'acceptation des applications de l'intelligence artificielle. Toujours les mêmes, peut-être, pour montrer l'échange. Des opinions sur des arguments pour et contre l'intelligence artificielle. Ils ont un deuxième sondage a fait un focus sur les acceptations de l'AI génératif. Alors, ChatGPT et toutes les autres méthodes qui sont maintenant utilisées dans beaucoup de différentes conditions, parce que ça, c'est maintenant une des choses qui a vraiment changé la situation. Et aussi la confiance dans les institutions. On a eu des autres questions qui ne sont pas maintenant partie de cette présentation. Ici, on a aussi voir sur la confiance avec un focus sur l'intelligence artificielle dans la médecine. Je peux plus ou moins dire que ça n'a pas changé. On voit que la confiance est vraiment un facteur très important. Là. Alors, qu'est-ce qu'on sait concernant la compétence des gens en Suisse? Vous voyez que ça, c'est des questions qui concernent la compétence générale de la numérisation. Vous voyez, ça n'a vraiment pas changé grand-chose. Je crois le plus important de voir ici, à peu près 1/3 des gens qui ne savent pas beaucoup. 1/3 des gens qui vraiment ne savent pas beaucoup. Il y a bien sûr quelques experts et les autres qui sont plus ou moins, ils pensent eux-mêmes qu'ils ont une compensation assez bonne. Et on voit aussi que ça est reflété dans les autres questions. Ici, il y a une différence. Ici, on a demandé qu'est-ce que vous saviez de l'intelligence artificielle en général.
Et vous voyez, là, il y a à peu près 20% qui n'ont aucune idée. J'ai peut-être entendu parler, mais ça ne m'intéresse vraiment pas. Et dans la situation de ChatGPT aussi, plus ou moins la même chose, à peu près on n'a même pas entendu, oui, j'ai entendu, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, je pense que c'est important pour vous, les politiciens, qu'on doit savoir qu'à peu près un tiers des gens ne savent pas beaucoup et ne s'intéressent pas trop. Il y a toujours, nous les scientifiques, on fait des publications et on fait des conclusions. On dit, oui, il faut éduquer les gens, plus ou moins, mais c'est important. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas très intéressés de ça. Et les politiciens, c'est tout le spectrum qui est important pour vous. Alors ça, c'est une chose peut-être vraiment importante et intéressante. Ici, on a demandé la confiance dans les institutions concernant l'application. On va voir après que ça, c'est vraiment le plus important facteur de tout ça. Parce que même si on ne sait pas trop de cette technologie, je dois avoir confiance dans les instituts qui les utilisent. Alors la question c'était, est-ce que vous pensez que les instituts suivants utilisent l'intelligence artificielle dans une manière éthique? Et vous voyez, les hôpitaux sont les plus acceptés, alors les gens ont plus confiance. Ça, ce n'est pas une grande surprise que Social Network Providers n'ont pas très confiance. On voit mais aussi que les institutions de l'État n'ont pas mal de confiance. On sait ça quand la population en Suisse, si on les compare avec des autres pays de l'Europe, il a plus de confiance dans les instituts de l'État. On voit que les femmes ont un peu moins confiance, les Français, on va voir, moins confiance, formation plus faible, moins confiance, si les revenus, alors aussi plus, et les gauches aussi un peu plus moins confiance. Voici les arguments. On a présenté des arguments qui ont pour ou contre l'intelligence artificielle. On a demandé, est-ce que vous croyez que ces arguments, c'est un bon argument ou pas? Les arguments pour l'intelligence artificielle, c'est le plus, vous voyez, alors, même tous les arguments qu'on a présentés, on a moins de la moitié pense oui, ce sont pas mal des arguments, mais l'idée qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour quelque chose de positif, c'était le plus important. Alors, on voit que même si on regarde les médias, bientôt, ils sont tous critiques, mais les gens ne sont pas totalement critiques. Ils pensent, non, on peut utiliser pour des bonnes choses. Et on voit aussi les arguments plus importants sont ceux qui, on aussi discute dans ce contexte, on dit oui, l'intelligence artificielle, parce qu'il peut utiliser si beaucoup des données, ça peut être plus objectif, plus neutral, plus, c'est pas stress comme un homme, une femme dans des situations de décision. Alors ça, c'est la bonne chance de l'intelligence artificielle. Mais on voit aussi un intéressant tension, parce que si on voit les arguments contre l'intelligence artificielle, ça, ce sont les arguments que les académiques normalement discutent. Mais ce ne sont pas ceux qui, les gens vraiment intéressés. L'argument plus problématique, c'est qu'ils disent oui, mais l'intelligence artificielle n'a pas des émotions dans les décisions. Bien sûr, c'est la tension, parce que l'objectivité et l'émotion, c'est ça, on peut dire, ce sont les deux pôles dans les décisions, mais ça montre aussi, et ce n'est pas une grande surprise, qu'il y a les deux aspects de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les situations de décision qui peut être dans une tension normale. D'une sorte, on veut être objectif, mais quelquefois, on a aussi besoin des émotions qui font une décision humaine. Et ça se montre dans cette citation-là. Après, on a montré des situations de l'application de l'intelligence artificielle qui sont maintenant en utilisation ou en recherche de l'utiliser. Alors, de faire des diagnostics sur la base des données. Ça, c'est plus ou moins normal aujourd'hui dans la radiologie.
la décision d'interrompre un traitement. Ça, c'est une décision difficile. Les docteurs doivent faire ça, et si on laisse l'intelligence artificielle faire ça, il y a des recherches de ça pour ces systèmes peuvent soutenir des décisions comme ça. L'identification des fausses nouvelles sur un réseau social, ça c'est maintenant utilisé dans les grands réseaux sociaux pour les éliminer. Sélectionner une personne pour un entretien d'embauche, ça c'est aussi utilisé maintenant. Décider si une personne doit obtenir un prêt hypothécaire, oui ou non, les méthodes comme ça sont utilisées par les banques. Déterminer la prime d'une assurance, c'est aussi utilisé dans les assurances aujourd'hui. Et même décider si un détenu doit être libéré, c'est un cas très connu il y a déjà quelques années dans les États-Unis. Et on a demandé, alors, est-ce que vous acceptez si une intelligence artificielle fait ça? Et comment on doit contrôler cette décision? Et voici, ça c'est la situation. Alors, ce n'est pas une grande surprise que les décisions plus graves, le scepticisme est le plus grand. Ça, on a pensé, oui, ça fait du sang. Hein. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Ici, l'acceptance, vous voyez, c'est un peu deux tiers n'acceptent pas ça. Mais ce qui est intéressant, si on voit les situations de contrôle, alors human only, ça veut dire seulement les hommes. Les femmes doivent décider ça, n'importe, pas d'intelligence artificielle. Human in the loop, ça veut dire que c'est moi qui décide, mais il y a un système qui me donne une consultation. Peut-être, ça c'est meilleur que ça. Human on the loop, ça c'est le système qui le fait, mais je fais un contrôle si c'est bon ou pas. Et à mon limite, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Et ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est même dans les situations très difficiles, les gens pensent, alors deux tiers pensent, oui, mais l'intelligence artificielle doit avoir un rôle là. Alors on peut dire plus ou moins que les gens ne sont pas trop sceptiques. Dans les sondages résultats de 2022 concernant l'intelligence artificielle. Ça, c'est pour montrer que c'est très scientifique. Mais il ne faut pas voir... On peut créer des modèles pour comprendre qu'est-ce qui est important pour l'acceptance. Et le plus important, c'est celle-ci. Vous voyez que la confiance dans les institutions qui utilisent l'intelligence artificielle, ça c'est le facteur plus important pour que les gens acceptent l'intelligence artificielle. Pour savoir comment ça fonctionne, c'est aussi quelque importance, mais ce n'est pas le facteur plus important. C'est intéressant que les francophones aussi sont un peu plus... alors, minus, ça veut dire plus sceptique. On va voir ça après aussi. Un résultat qui est vraiment constant dans les autres sondages aussi. Alors, excusez-moi, professeur, oui. juste une question de compréhension. Oui. Alors, pour après, on s'est mal compris. Excusez-moi, vous pouvez reprendre. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous pensez maintenant? Après ChatGPT, on n'était pas sûr comment ça change. On peut dire, d'une sorte, on peut dire, oui, les gens voient ce nouveau instrument, ils disent, wow, c'est génial, l'intelligence artificielle, c'est génial. On doit accepter ça, mais on peut aussi avoir la hypothèse, oh, c'est génial, j'ai peur. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qui pense que l'acceptation a été plus grande après ChatGPT? Please raise the hand. Qui pense que l'acceptation était moins? Un peu moins, et vous êtes correct, parce que les gens étaient moins. L'acceptation était diminuée, et l'idée qu'on doit contrôler ça était plus grande qu'avant. Et si on regarde ça pour tous les domaines d'application, on voit que c'est vraiment constant. Dans toutes les applications,
Et ça sont les francophones, vous voyez, les francophones même plus critiques concernant ce développement qui est associé avec ChatGPT et tout ça. Et on voit aussi la même situation là, les conditions de contrôle, c'est plus ou moins la même situation que les francophones en Suisse ont plus critiques. On voit ça, c'est la réaction de la politique. Vous voyez, on a fait une compte de tous les intégrations Parlement fédéral qui ont le keyword intelligence artificielle. Vous voyez, ça va être... Alors, mais ça, c'est une réaction normale de la politique. Ça, les gens commencent à discuter ça et les politiciens, ils demandent qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Maintenant, un des aspect central qui était montré par ChatGPT et tout ça, c'est vraiment, oh, ça fonctionne, hein, c'est génial, ça veut écrire des textes très bons et tout ça. Et il y a une discussion dans l'académie. Oui, on sait ça dans les autres situations. On sait, par exemple, si j'utilise Google Maps et tout ça, c'est très bon, je peux m'orienter dans des villes où j'étais jamais, mais je perds la compétence de m'orienter d'une manière. Alors ça, c'est maintenant le problème. Si j'utilise toutes les situations-là, je perds, qu'est-ce que je perds? On a pensé que ça peut être un facteur plus relevant pour que les gens peuvent être peur, parce qu'ils pensent que je peux perdre quelque chose. Ça, c'est une des situations qu'on a demandé. C'est la question. Imaginez que vous êtes enseignant, enseignante, et vous travaillez dans une école intégrative, tous les gens, tous les petits élèves, tous différents dans les niveaux de compétences, et si vous êtes enseignante, alors vous faites des situations, des apprentissages adaptés à tout. Voilà. Mais maintenant, il y a cette géniale intelligence artificielle qui vous aide, ça, qui fait ça pour vous. Qui voudrait utiliser ça? Si vous êtes infirmière, please raise your hands. Qui voudrait utiliser ça? Qui ne voudrait pas utiliser ça? Alors, la majorité va utiliser. Ceux qui vont utiliser ça, ceux qui ont dit oui. On a après demandé, OK, vous utilisez même, mais maintenant peut-être vous voudrez perdre la capacité à occuper des enfants très différentes. Vous voudrez encore utiliser ça? Qui voudrait encore utiliser ça même s'il perd cette compétence? Aucune, peut-être alors pas. Les autres qui ont dit non, on a dit, OK, vous ne voulez pas. Mais maintenant, si vous gagnez vraiment beaucoup de temps, ou si vous gardez votre capacité de faire ça, ou si tous votre collègues l'utilisent, ils sont plus temps, ou mais non, je voudrais jamais faire ça. Alors, les gens ont pu choisir entre les 4 situations, et notre hypothèse, c'est le facteur le plus important pour qu'on utilise. Et on a fait ça pour 5 situations. Menuisier, alors je fais des meubles, des trucs comme ça, et je dois automatiser le contact avec les clients, parce que les clients écrire et tout ça, répondre à des emails. Le web designer, non, je ne dois plus faire. Je peux automatiser la programmation d'un site internet. Le journaliste, je peux automatiser la recherche. L'enseignant, qu'on a dit avant, et même l'artiste. Je ne dois plus compositer la musique, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça. Ça, c'est le résultat. Vraiment intéressant. On voit que dans les situations d'enseignants, web designers, presque 3/4 de gens ont dit oui, c'est bon, fais ça, intelligence artificielle. Intéressant, c'est le menu, c'est vraiment non, je vais même, c'est pas la compétence centrale du menu, c'est la compétence c'est de faire des meubles, mais quand même, il veut garder cette compétence. Et on voit aussi, on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes enseignant? Est-ce que vous êtes menuisier? Et ceux qui étaient vraiment menuisiers ou web designers,
même de plus, acceptent cette technologie. Les menuisiers et l'artiste, non, ils sont plus sceptiques. Alors on voit, ça dépend de la situation que les gens vraiment voudraient accepter cette situation. Et ici, on voit pour que ce qui se pense, et plus ou moins ça confirme ce qu'on a pensé. Vous voyez à peu près la moitié, ce sont de hard. Non, they would never use it. Vous ne voudrez jamais utiliser. Et sauf le menuisier, c'est si je garde cette compétence, oui, je voudrais utiliser. Alors ça, c'est vraiment le plus important. Et ça, c'est la complexe, c'est la dernière. Je veux encore une fois montrer que ça, c'est comme un modèle. Ça veut dire que les francophones, ceux qui acceptent, ils n'ont même pas le problème de perdre la compétence. Alors, ça peut être une indication d'une polarisation en Suisse, alors une Röstigraben digitale, que les francophones sont plus sceptiques, mais ceux qui sont moins sceptiques, ils n'ont vraiment pas de problème. Et avec cette situation de comment la situation se présente en Suisse, je donne maintenant la parole à toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre responsabilité? Oui. Bonjour à tous. Donc moi, tous ces enjeux, qui sont des enjeux en fait de nature socio-éthique, en fait, on pourrait passer des jours entiers à discuter de philosophie, de cadres moraux, de cadres sociaux. Le choix que j'ai fait de vous parler aujourd'hui de responsabilité numérique, c'est dans l'optique d'essayer de rassembler ces enjeux-là dans un cadre qui est appréhendable en fonction de 3 dimensions. Et c'est un peu ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Mais on va essayer de centrer ces enjeux-là autour de la responsabilité numérique. J'aimerais juste commencer par un préambule. La technologie n'est rien d'autre qu'un moyen, d'accord ? Et ce moyen doit servir l'humain dans une société qui aujourd'hui est dématérialisée, participative, orientée service, comme vous le vivez quotidiennement dans vos vies privées et professionnelles. Le phénomène n'est pas nouveau. On a déjà un parlementaire en 2009 qui avait alerté sur cet enjeu de l'illettrisme numérique, ou aujourd'hui on parle d'électronisme ici, et c'est vraiment un véritable enjeu de société en termes de littératie numérique. Et ça, c'est fondamental. Un autre élément, quand on parle de transition numérique, il ne s'agit pas d'une maladie de jeunesse ou d'une maladie infantile. Ce n'est pas comme la varicelle, on l'attrape et après c'est fini. D'accord ? Beaucoup de gens vont parler de révolution numérique, de 4e révolution industrielle. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus d'évolution constant. Pourquoi ? Parce que tous les jours, nous sommes bousculés incidemment, à notre insu, avec des innovations qui arrivent et qui perturbent notre environnement, pour lesquelles on doit se reposer peut-être la question de l'opportunité, du risque, et en tout cas dans la société dans laquelle on veut vivre. Ces innovations, il y a toujours cette dualité entre une utopie qu'on essaye de nous vendre et parfois, souvent, la presse s'en fait beaucoup l'écho, des dystopies que l'on constate. Et en fait, cette frontière, elle est complexe. Et on doit être capable de la naviguer quand on envisage la maturité des innovations et la façon dont elles vont entrer dans notre société et dans nos vies. Bien entendu, le problème qui est derrière tout ça, c'est ce que j'ai fini par appeler le problème du cynisme économique. Vous vous souvenez probablement des too big to fail. Eh bien, par analogie, ces entreprises sont too fat to change. Elles n'ont aucun intérêt à changer quoi que ce soit de leur modèle économique. Et en fait, tant qu'on n'agira pas sur l'offre et qu'on n'aura pas un niveau de littératie numérique suffisant par rapport à la demande, on va rester dans ce déséquilibre. Et le problème central de tout ça, ce sont les modèles économiques de ces entreprises. Et c'est ça qui doit changer.
Là, c'est deux exemples de fiction, enfin, qui sont des docu-reportages intéressants. Mais ces modèles économiques sont cassés aujourd'hui. Et c'est ça qu'on doit réparer. Alors, ça nous a amené avec des collègues à essayer de poser un cadre de réflexion autour de ça. Quand on parle de responsabilité numérique, de quoi est-ce qu'on parle? Et là, vous avez en fait une synthèse qui est en fait une synthèse de l'écosystème en termes de parties prenantes. On parle de qui? On parle de vous, moi, hein, en tant qu'individu. C'est le côté people, c'est les gens, d'accord? Où en fait, on vit assez confortablement dans une forme de confort et d'ignorance, notamment par rapport à l'industrie. L'industrie qui produit des systèmes, des services à des fins commerciales, ce qui est tout à fait normal, mais avec une responsabilité de conception très limitée. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on ajoute une exigence supplémentaire à la conception, on ralentit le processus de production et on augmente les coûts. Donc s'il n'y a pas derrière ça des cadres de politique publique, de lois, d'exigences en matière de comportement de société autour du développement de cette société et cette économie numérique, ces gens-là, eh ben, c'est un peu la fête, au détriment de nous. Voilà. Donc, je ne vais pas élaborer là-dessus. Ce qui est intéressant de noter, c'est les trois dimensions en vert ici, que j'ai finalement appelées responsabilité numérique individuelle au niveau des gens, d'accord ? La responsabilité numérique publique, qui est dans l'acte d'encadrement et de développement du numérique dans une société, et la responsabilité numérique des entreprises, qui est vraiment par analogie avec la responsabilité numérique sociale qui, il y a 25-30 ans, a fait son apparition un peu comme on va dire, un petit peu comme du marketing, et qui a fini aujourd'hui par être inclus dans les rapports financiers, notamment des organisations. Alors, quels sont les leviers d'action? Et je voulais en fait illustrer cet environnement-là, cette question-là, par des exemples concrets, et regarder un petit peu quels sont nos leviers d'action. Alors au niveau individuel, et au niveau de la responsabilité numérique individuelle, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Alors il faut bien comprendre qu'on ne va pas transformer monsieur et madame tout le monde en ingénieurs informaticiens, en experts en cybersécurité. D'accord ? Ça c'est clair. En revanche, il y a un minimum de littératie numérique à acquérir pour vivre dans ce monde numérique. Et ça, c'est une mission qui est une mission de responsabilité publique, d'éducation. Donc, c'est sensibiliser et éduquer. Au niveau des organisations, en termes de responsabilité numérique d'entreprise, il faut inciter les entreprises à changer leur modèle économique. Il faut les inciter à être de bons citoyens économiques qui offrent des services et des systèmes responsables. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose que l'on peut stimuler. Je vous donnerai un exemple d'un travail qu'on a fait avec la Fondation Ethos. Et au niveau des politiques publiques, il y a pas mal de choses aussi qu'on peut faire en matière de cadre et de gouvernance. Notamment, on avait essayé, avec des collègues à l'Université de Zurich, on avait fait le fameux baromètre numérique des élections fédérales en 2019 et en 2023. On a les chiffres, on n'a pas fini de les analyser, mais normalement, cet été, on devrait reprendre la synthèse de tout ça. Mais ça, donc voilà, on a fait ça avec SmartVote, que vous connaissez probablement tous. Et voilà, c'est assez intéressant de voir le positionnement des candidats à ce niveau-là. L'intégrité numérique, vous êtes à l'origine d'une modification de la constitution historique en Suisse, dans le canton de Genève. Avec aussi l'État, on a travaillé sur les enjeux de responsabilité numérique d'entreprise. Je vous en dirai deux mots dans un instant. Quand on réfléchit à cet enjeu de responsabilité numérique d'entreprise, nous, on est parti il y a pas mal de temps en arrière avec cette question, est-ce qu'on peut créer un indice de responsabilité numérique qui ne soit pas juste, en fait, quelque chose qui est attesté par une entreprise de conseil? Parce que si on connaît la musique, vous appelez l'entreprise de conseil, vous dites « débarrassez-moi de ce problème, dites-moi ce que je dois faire pour que je sois beau et acceptable ». Et on signe, et puis tout le monde est content, et on paye. Là, l'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux
avec un modèle de maturité, c'est de dire est-ce qu'on peut aujourd'hui inciter les entreprises à réfléchir à ces enjeux-là, se positionner par elles-mêmes, et ceci, vous me direz, on peut dire n'importe quoi, oui, mais à l'heure aujourd'hui de la communication globale des réseaux sociaux, quand une entreprise se comporte mal, ça se voit relativement vite. Donc c'est très facile d'identifier un menteur, entre guillemets, de quelqu'un qui essaye d'améliorer sa situation. Donc on a travaillé sur cette idée-là avec des collègues, et puis ensuite on a été approché par la Fondation Ethos, qui conseille les fonds de pension publics dans leurs investissements, et qui se disait, mais dans le fond, est-ce que c'est acceptable aujourd'hui de ne pas évaluer la responsabilité numérique des entreprises que l'on conseille dans nos fonds de pension? Est-ce qu'on peut continuer à recommander d'acheter du Meta, du Facebook, du Google, machin, etc. Et évidemment, ils se sont posé la bonne question. Ce qui a amené la Fondation Ethos à travailler avec nous et en novembre 2020 à poser en fait un cadre de discussion avec les entreprises cotées sur le marché suisse. Ça a donné lieu en fait à cet engagement paper qui était en fait l'idée d'avoir 7 attentes par rapport aux organisations en Suisse. Les 7 attentes, vous les retrouvez ici. En fait, c'est 7 dimensions de la responsabilité numérique. On va brièvement les énumérer parce qu'elles sont intéressantes en tant que telles. Est-ce que l'entreprise possède un code de responsabilité numérique ? Question, est-ce que l'entreprise s'est posé cette question et est-ce qu'elle a quelque chose? Assurer une transparence sur les pratiques et l'empreinte numérique, là aussi, c'est une vraie question, un vrai enjeu. Est-ce que l'entreprise respecte les plus hauts standards de traitement en matière de protection des données? Est-ce qu'il a été mis en place des principes éthiques d'utilisation de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'entreprise exclut des activités sensibles liées à la numérisation? Est-ce que l'entreprise assure une transition sociale juste et responsable? Et enfin, est-ce que, effectivement, d'un point de vue environnemental, elle contribue à réduire l'empreinte négative de l'usage du numérique? Ces 7 dimensions-là ont servi de base en fait, à une étude qui a été commandée par la Fondation Ethos sur 3 années de suite, dont les résultats sont sortis en janvier 21, janvier 22, janvier 22, janvier 23, janvier 24. Et on a le comparatif. Là, je vous mettrai à disposition les slides avec les liens, mais vous pouvez voir l'évolution. Alors, bien entendu, le résultat est quand même considéré comme assez pauvre. D'accord ? Sur, par exemple, 48 entreprises analysées la première année, vous n'en avez que 12 qui ont répondu concrètement au questionnaire qui était demandé. Les autres, c'est des analyses automatiques qui ont été faites sur la base des documents publiquement disponibles. Donc ça, c'est un élément qui est un élément intéressant. Alors ça adresse le côté un peu des grandes entreprises suisses. Maintenant, au niveau des PME, les PME, c'est quand même notre tissu économique, c'est un poumon économique de nos sociétés. Et là, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on fait pour adresser ce marché-là aussi, ces gens, cette catégorie d'acteurs? Et là, donc, avec l'État de Genève, on est parti sur une initiative autour de la responsabilité numérique pour les PME. On a fait un forum, on a organisé différentes choses, et ça nous a amené à poser 3 dispositifs. Donc, un qui est une formation en ligne sous la forme d'un mini-MOOC, avec un ton un peu humoristique pour découvrir ce qu'est la responsabilité numérique. La Haute École de Gestion de Genève a fait des journées de formation qui ont été accessibles pour les PME de Genève. Et puis, avec la DGDRI, à l'époque, qui s'appelait comme ça, qui a changé de nom, on a fait un outil d'auto-évaluation pour les PME. Et j'aimerais juste passer 2 secondes ici, parce que c'est intéressant à plusieurs titres. L'outil d'auto-évaluation permet à une entreprise, une PME locale, de se positionner sur des questions relativement simples par rapport à la transition numérique et son rôle dans cette transition numérique, et de déterminer en fait son niveau de maturité en fonction de dimensions qui sont analysées. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne pour chaque question posée, en fait, le positionnement actuel, le niveau actuel. Là, vous avez un exemple de question, et en gros, une recommandation de quelle est la question suivante à se poser. Ce qui est déjà une piste d'action concrète pour dire « Ah, j'en suis là,
Où est-ce que je peux aller? C'est quoi mon prochain défi? Sur cette base-là, ce qui est intéressant, alors ça c'est un bénéfice direct pour la PME, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, l'idée, c'était aussi pour le politique d'avoir une indication, d'avoir des faits derrière pour mieux orienter ces politiques publiques. En d'autres termes, est-ce qu'on peut avoir accès à des agrégats qui montrent, sur la base des entreprises analysées, où en est le niveau de maturité collectif autour d'un enjeu? D'accord? Et de ce fait-là, d'avoir peut-être une meilleure vision sur comment investir de l'argent public en soutien à une question plutôt qu'à une autre question, ou plutôt que simplement arroser tous les enjeux sans vraiment savoir où on met de l'argent. D'accord? Ça porte un nom, ça s'appelle le Evidence-Based Policy Making, qui en fait c'est l'idée de faire des politiques publiques, mais sur la base de faits, sur la base de preuves, quelque part. Alors ça, c'est le deuxième volet qui est derrière, de se dire comment est-ce qu'on peut nourrir aussi, quelque part, la formation des politiques publiques et un meilleur soutien aux cibles sur lesquelles on travaille. Avant-dernier point que je mentionne ici, qui est intéressant, en 2020, ça était en pleine pandémie, on a fait une étude aussi sur l'utilisation de la blockchain dans les registres officiels. Donc là aussi, ce rapport n'a pas été beaucoup circulé, mais en tout cas, si ça intéresse quelqu'un, on a pris vraiment des cas à Genève, des cas d'usage, et de regarder comment la blockchain pouvait venir soutenir, transformer, sous l'angle, quelque part, du soutien aux PME et de la simplification des procédures administratives aussi, pour lequel on a eu une loi là-dessus. Enfin, si vous voulez continuer, il y a un petit podcast que j'avais fait il y a quelques années, d'une demi-heure, si vous voulez voir d'autres aspects autour de la responsabilité numérique. Mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que la responsabilité numérique est un canal d'action en matière d'enjeux socio-éthiques avec ces trois dimensions que sont le côté individuel, le côté entreprise et le côté public. Et c'est ce côté public aussi qui vous concerne très directement en tant que politicien faisant nos lois. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va ouvrir la discussion et les questions.